Ma banque a compris que pour moi, chaque euro compte. Papa, moins et moins, ça fait plus. Mais plus et plus, ça fait quoi? Ah, c'est simple. Tiens, à la Banque Postale, un prêt auto à un taux super intéressant, plus une assurance auto, ça fait plus d'avantages et 2 mois d'assurance offerts en plus. D'accord, papa, d'accord. Jusqu'au 5 octobre 2013, ce sont les bons plans auto de la rentrée à la Banque Postale. Profitez d'une offre spéciale sur le prêt personnel et l'assurance auto. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après l'acceptation de votre prêt personnel auto par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit exclusif du prêteur. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des assurances. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Les chiffres des podcasts de cette fin d'été viennent de tomber et une fois de plus, non seulement Europe 1 arrive en tête des radios, mais au cœur de l'histoire et Franck Ferrand se classe dans le trio gagnant. Alors, cher Franck, bonjour et bravo. Merci Céline, bonjour à tous. Vos applaudissements, je ne m'y trompe pas, vont à toute l'équipe. Tout à fait. Ainsi qu'à nos auditeurs et sans cesse plus nombreux à télécharger cette émission. Merci beaucoup à tous. Je ne vais pas vous dire que ça ne nous fait pas un peu rougir. Évidemment, nous sommes très fiers et en même temps, nous sommes conscients de devoir chaque jour tout faire pour mériter cette belle confiance. Je serais prête à parier que l'émission d'aujourd'hui va être spécialement podcastée. Il y est question d'être merveilleux à la frontière de l'histoire et de la légende, les licornes. Et oui, blanches et pures licornes. Cavales immaculées, armées au front d'une corne splendide, elles sont ces licornes familières aux adeptes de l'heroic fantasy et de toutes les fictions magiques, de Narnia, Harry Potter, Merlin, entre autres. Grand déchiffreur de symboles, Michel Pastoureau leur a consacré avec Elisabeth Delahaye un album inspirant, d'où j'ai tiré du reste mon récit d'aujourd'hui, qui sera consacré à une série de tapisseries énigmatiques, la tenture dite de la Dame à la licorne. Et pour rester aux limites de l'étrange dans votre retour aux origines, vous nous parlerez de meubles particuliers. Oui, alors les ponteuses, les bonheurs du jour, les ouvreuses, les semainiers, les cactoirs, les crédences, tous ces meubles au nom plus singulier encore que leurs usages. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La France est constellée d'ensembles artistiques majeurs qui chacun cultive ses mystères, la broderie de la reine Mathilde à Bayeux, les chapiteaux romans de Bénévent-l'Abbaye en Limousin, la tenture de l'Apocalypse à Angers, le retable de Mathias Grunewald à Colmar, les stalles de la collégiale de Montréal en Bourgogne, les verrières peintes de Champigny-sur-Veude en Touraine, les tombeaux sculptés du monastère royal de Brou dans la Bresse, j'en passe. L'un de ces grands trésors se cache au cœur de Paris, en plein quartier latin. Il est au musée de Cluny. Ce musée dévolu au monde médiéval, c'est la tapisserie de la Dame à la licorne, découverte par Mérimée en 1841 dans la Creuse, au château de Boussac, et acquise par l'État, par le premier conservateur du musée de Cluny, qui s'appelait Monsieur Dussommerard, en 1882. Actuellement, cette merveille est en vadrouille au Japon, à Osaka, en attendant qu'on lui peaufine ici à Paris un écrin tout neuf, et nous pourrons la revoir sous son meilleur jour dès la fin du mois de novembre. En attendant, vous pouvez toujours vous rabattre sur le beau livre de Michel Pastoureau, qui lui consacre un chapitre étoffé, et en profiter pour méditer sur les énigmes qu'elle nous propose. J'ai bien dit les énigmes au pluriel. Alors avant d'y venir, il faut que je vous dise à quoi elle ressemble, cette série de 6 tapisseries. Imaginez de vastes carrés de laine à dominante rouge, que dis-je rouge, carmin conviendrait mieux, ou cendre rubis. 3,5 mètres de côté chacun à peu près, un aspect tendre et profond, vraiment textile aux limites du pelucheux, le fond si rouge, si carmin donc, est semé d'une quantité de fleurs multicolores, des bleues, des blanches, des jaunes, au feuillage très varié, comme des jonchées florales autour d'un disque vert sombre, fleuri lui aussi, qui fait comme une sorte de cercle édénique qui sert de socle à chaque scène, car, et c'est là que les choses deviennent piquantes, chacune des 6 tapisseries figure évidemment une scène.
On y retrouve invariablement une jeune femme, richement vêtue et parée, à la mode de la toute fin du XVe siècle, accompagnée parfois d'une suivante, invariablement entourée d'un lion et d'une licorne. D'où le titre de la tenture. On voit cette beauté soit déguster des dragées. D'ailleurs, on ne sait pas bien si elle les déguste elle-même ou si elle les prend dans un drageoir pour les donner à manger à un oiseau, à une sorte de perruche, le peu de perroquet. On la voit jouer de l'orgue, on la voit brandir un miroir devant elle. Et c'est pas elle qui d'ailleurs apparaît dans le reflet du miroir, c'est précisément la fameuse licorne. On la voit humer une couronne de jasmin qu'elle est en train de composer elle-même. Vous m'avez compris, 5 des 6 tapisseries sont dédiées aux 5 sens. Quant à la 6e, « À mon seul désir », proclame la devise brodée sur le lambrequin d'un dais, peut-être simplement « mon seul désir » si l'on estime que le « A » vaut pour une majuscule, pour une initiale. Et pendant ce temps, la belle dame est en train de déposer ses parures dans une cassette que lui tend sa camériste et on devine que l'instant d'après, ce sont ses vêtements dont elle va se dépouiller. N'allons pas trop vite en besogne. Beaucoup de mystères planent encore autour de ces tapisseries. La composition en est encore énigmatique, l'appel au sens mérite d'être déchiffré. Il y a tout un sens profond, bien sûr, on devine derrière chacun des détails de ces très belles compositions, toute une symbolique. Il se trouve que la symbolique et les images, ce sont précisément les spécialités de notre invité d'aujourd'hui. Et donc, en compagnie de Michel Pastoureau, nous allons essayer d'en savoir un peu plus tout à l'heure. Il faut trouver des clés pour pénétrer le caractère emblématique de toutes ces représentations. Voici ce qu'écrivait Mérimée. Je vous ai dit que Mérimée avait identifié ces tapisseries, il les a vues au château de Boussac en 1941, il était inspecteur général des monuments historiques à l'époque, le tout premier d'une très longue liste. Il y a dans ces tapisseries, écrivait-il, quelque chose de singulier qui permet de croire qu'elles ont été faites pour le fils du grand Turc. Toutes les 6 représentent une très belle femme, richement habillée et d'une façon tout orientale. 5 des 6 tapisseries sont en fort bon état, la 6e est un peu mangée par les rats, toutes auront le même sort si on ne les tire pas de Boussac. Ça c'est la recommandation, c'est la préconisation de l'inspecteur évidemment. Très peu de temps après, voici ce qu'écrit à leur propos George Sand. La plus belle décoration de ce salon, dit-elle, en parlant du château de Boussac, était sans contredit ces curieuses tapisseries énigmatiques que l'on voit encore aujourd'hui dans le château de Boussac et que l'on suppose avoir été apportées d'Orient par Zizim et avoir décoré la tour de Bourganeuf durant sa longue captivité. Alors il faudra que je vous explique ce que c'est que cette tour de Zizim de Bourganeuf. On va y venir dans un instant parce que, évidemment, c'est ce qu'on a cru longtemps, qu'elles avaient été tissées pour lui. Il est à peu près certain, ajoute George Sand, que ces tapisseries ont charmé les ennuis de l'illustre infidèle dans sa prison et qu'elles sont revenues à celui qui les avait fait faire, Haddock, Pierre d'Aubusson, seigneur de Boussac, grand maître de Rhodes. Les costumes sont de la fin du XVe siècle, ces tableaux ouvragés sont des chefs-d'œuvre et, si je ne me trompe, une page historique fort curieuse. Alors, en l'occurrence, elle s'est trompée, George Sand, mais j'allais dire comme d'habitude, vous savez, il y a quasiment pas d'auteur moins rigoureux que George Sand. Et alors, elle nous dit qu'elle a vu 8 tapisseries. Alors peut-être qu'il y a eu des histoires de découpage de la tenture, mais en l'occurrence, les tapisseries, qu'on le veuille ou non, elles sont bien 6. 6, dont 5 illustrent un sens. La 6e se distingue des autres, et puis partout cette licorne, cet élément clé, l'élément, on pourrait dire le catalyseur de cette alchimie mystérieuse, avec son corps de cheval, sa tête caprine, et puis cette longue corne effilée et torsadée, dressée vers le ciel. Elle est dessinée d'un trait sûr, la licorne de la tapisserie. Elle est délicatement modelée d'un beige aux nuances variées, avec une physionomie certes fabuleuse, mais surtout étrangement souriante.
On écoutait Gabriel Faure, un extrait de Péléas et Mélisandre, Requiem 1893. Oui, ce Péléas et Mélisandre de nos forêts nous a ravis, évidemment. Alors, le lion et la licorne encadrent la dame, je vous dis, sur chacune de ces tapisseries. Alors, il faut que je vous les décrive un peu. Chacune, je vous ai dit, désigne un sens. Alors, pour la tapisserie du goût, c'est assez évident puisque non seulement on voit la jeune femme qui est en train, très très belle jeune femme, avec sa suivante beaucoup plus petite, je pense que symboliquement elle est moins importante. On la voit en train de prendre une confiserie dans un drageoir, elle va sans doute la porter au bec de la perruche qu'elle tient sur son autre main, mais on voit aussi à ses pieds un petit singe qui lui est en train de déguster des friandises. Donc il n'y a aucun doute sur le sens de cette tapisserie. Même chose pour ce qui est de l'odorat, on voit la jeune femme en train de tresser une couronne de fleurs. Elle prend les fleurs d'ailleurs, elle prend les roses, on pense que ça pourrait être des roses grimpantes. Elle les prend d'une corbeille que lui tend sa suivante. Et si vous regardez derrière dans un autre panier qui est posé sur une petite bancelle, vous avez un singe qui est en train de humer les fleurs, qui est en train de humer les couronnes que vient de tresser la jeune femme justement. Pour ce qui est de Louis, là nous n'avons pas de singe, mais un petit orgue portatif qui d'ailleurs dont les montants sont surmontés de très jolies sculptures représentant respectivement et apparemment en ivoire un lion et une licorne. Je vous rassure, le lion et la licorne sont toujours de part et d'autre de la scène et l'on voit de ses doigts délicats la jeune femme en train d'actionner d'appuyer sur les touches de cet orgue. Donc évidemment c'est Louis qui est sollicité ici. Pour ce qui est de la vue, je vous l'ai dit, très belle, peut-être ma tapisserie préférée à bien des égards. Du reste, d'abord, elle est très fraîche, elle est demeurée particulièrement éclatante. Et l'on voit se refléter dans le miroir à main, dans ce qu'on appelait autrefois un face à main que porte la jeune femme. On voit se refléter la tête de la licorne, comme si, en quelque sorte, le regard fuyant, le regard incliné de la jeune femme était encadré par les regards perçants et présents direct et reflété de la licorne. C'est une composition d'un raffinement, d'une subtilité extraordinaire. Pour ce qui est du toucher, une tapisserie qui a l'air curieuse et dont on ressent a priori qu'elle aurait pu être tissée séparément des autres. Elle n'est pas tout à fait de la même facture, difficile à exprimer, mais la licorne notamment est particulièrement maladroite sur celle-ci. On voit la jeune femme qui d'une main tient fermement la hampe de la bannière. Il va falloir que je vous parle de la bannière dans un instant, ce qu'elle représente. Et puis de l'autre côté, elle tient carrément la corne de la licorne. Oh là là, nous sommes dans les symboles extrêmement... nous sommes en terrain glissant, chère Céline. Et puis, pour ce qui est de la 6e tapisserie, donc mon seul désir, ou à mon seul désir, encadré d'un A et d'un I, on va voir ce que pourraient bien vouloir dire ces initiales. Elle n'a pas le même format que les autres d'abord, elle est un petit peu plus vaste, elle est d'une richesse toute particulière. Et là, c'est peut-être en quelque sorte le 6e sens qui est sollicité, si l'on peut dire, le sens du cœur, le sentiment. On va voir ce qu'il faut en penser. Alors, un indice, ce sont ces fameuses armoiries. Ça, c'est quand même assez pratique comme ça on sait pour qui la tenture a probablement été faite. Ces armoiries sont de gueules à la bande d'azur chargées de 3 croissants. Alors on les voit qui figurent tantôt sur les bannières et les étendards dont je vous parlais, tantôt sur des écus, des targes, c'est-à-dire une sorte de petit bouclier qu'on tenait à la main, et même sur les capes d'armes. Alors, la présence, évidemment, des croissants a pu faire croire à George Sand, à Mérimée et à d'autres qu'il s'agissait, évidemment, des armes du fameux Zizim, le prince ottoman Seym Sultan, qui était le fils du sultan Mehmed II, le plus jeune frère de Bajazet, qui avait été capturé par des chevaliers francs à Rhodes et qui avait été détenu en France. Dans un premier temps, il était détenu dans le Dauphiné, puis on avait exprès pour lui, pour sa captivité, on avait bâti cette fameuse tour, cette espèce de donjon rond de Bourganeuf,
qu'on appelle encore aujourd'hui la tour Zizim. Sauf que les armoiries en question, elles ont été identifiées très clairement, de façon indubitable, et qu'elles appartiennent à la famille Leviste. Et ça, on le sait depuis longtemps, depuis 150 ans. Les Levistes ont le goût on peut dire de l'opulence. Un grand nombre des décors qui proviennent de chez eux sont d'ailleurs à fond rouge, comme si le rouge était la couleur dominante dans leur décor et dans la symbolique de leur maison. Alors qui sont-ils ? Au départ, c'était des artisans, des commerçants, des négociants des 13, 14e siècle. Et puis peu à peu, évidemment, comme tous ces grands négociants, ils ont fait fortune, ils ont grimpé grimpé les échelons et ils ont fait carrière au service d'abord de la maison de Bourbon et puis des rois, Louis XI, Charles VIII, qui en ont fait des conseillers au Parlement de Paris et même pour ce qui est de Charles VIII, un président de la Cour des Aides en 1489. Donc de grands personnages, famille très puissante, très riche, des mécènes, des amateurs d'art qui font construire et rénover des hôtels en ville, des résidences somptueuses à la campagne et qui comptent parmi les grands amateurs de ce que leur époque peut produire de plus beau et notamment ces sublimes tentures. Alors qui est réellement le commanditaire ? Est-ce que c'est Jean IV de Leviste ? Est-ce que c'est Antoine II ? C'est assez difficile à dire. Ce qui est probable, c'est que après la mort de Jean, Antoine ait eu justement besoin de s'affirmer, de montrer qu'il était devenu le chef de famille, et c'est ce qui pourrait expliquer non seulement la somptuosité de la commande en question, mais ce qui pourrait aussi expliquer la présence, pour ne pas dire l'omniprésence des armes de la famille, comme s'il s'agissait pour lui de manifester sa prise de contrôle sur une lignée de plus en plus puissante. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça correspond exactement avec ce que les historiens de l'art peuvent nous dire sur le mode de tissage, sur le type de référence iconographique, symbolique, etc. Ça paraît quand même très probable et j'ai l'impression que la thèse de Madame Sand et la thèse du sultan Zizim ont un petit peu de plomb dans l'aile. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est la dernière partie de votre récit, Franck Ferrand, récit consacré à la tenture dite de la dame à la licorne. Et oui, cette dame à la licorne qu'on pourra revoir à partir de novembre au musée de Cluny. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescent, j'allais lui rendre des espèces d'hommages comme ça assez régulièrement dans cette rotonde. Alors tout ça, c'est beaucoup amélioré. La nouvelle présentation promet beaucoup, évidemment. Très belle tapisserie, tissage effectué avec un grand soin, les fils de chêne, la plupart des fils de trame sont de laine et il y a sur cette tenture une trentaine de teintes différentes, chaque couleur principale se trouvant, et c'est une des particularités, c'est ce qui fait la richesse et c'est ce qui donne son relief si particulier à l'œuvre, se trouvant déclinées en 3 nuances. Les teintures sont les teintures végétales de l'époque. Alors qui a d'abord dessiné tout cela, qui a conçu la tenture et ensuite qui l'a tissée, à quelle époque, c'est assez difficile à dire. À quoi est-ce que ça ressemble ? Alors d'abord, je vous l'ai dit, on a cette jeune femme, je vais y venir, ce lion et cette licorne. Que représente la licorne ? Le mieux, ce sera de poser la question à Michel Pastoureau. Il est précisément là pour nous répondre à cette question. Elle représente globalement sans doute l'esprit. Vous savez, la licorne, c'est cet animal fabuleux. On est dans cet imaginaire médiéval qui reprend en ce moment tellement d'actualité et c'est un esprit en quelque sorte peut-être plus du côté de l'affect, alors que le lion serait plutôt du côté, disons, de l'intellect. Peut-être, c'est une possibilité, nous allons voir ce qu'il faut en penser. Ces tapisseries, vous avez bien compris, sont chargées de symboles. Il n'y a pas seulement les étendards avec les armes de la famille, il n'y a pas seulement la posture des différents personnages et leur disposition, il y a les types d'animaux représentés dans le décor au milieu de ces 1000 fleurs, il y a les fleurs elles-mêmes. Quelles fleurs ? Vous savez qu'il y a tout un langage des fleurs, bien entendu. Et puis cette espèce de disque vert au pied que foule en quelque sorte la jeune femme à ses pieds, qui représente l'Éden, le paradiso en avestique, ça voulait dire le jardin. Il y a cette dimension évidemment édénique dans ce jardin fleuri où évoluent les personnages, les protagonistes de ces différentes scènes. Les sens, vous l'avez bien compris, sont au cœur
du propos. Ils sont, il faut dire qu'à cette époque, on est dans cette fin de XVe siècle qui attache une grande importance aux différents sens qui sont classés selon un ordre précis. Vous savez que pour les théologiens, ils permettent à l'homme de comprendre en quelque sorte la création, et c'est par les sens qu'on doit s'élever. Donc nous allons revenir évidemment sur tous ces aspects. Pour ce qui est des mystères que nous pose, enfin des énigmes que nous pose cette tapisserie, le principal, me semble-t-il, c'est le sens à donner à la 6e tapisserie. Parce que même si on admet qu'il n'y en a jamais eu 8, contrairement à ce que nous disait George Sand, même s'il y a bien 6 tapisseries, on n'a jamais que 5 sens. Alors que veut dire la 6e tapisserie? Est-ce que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, le cœur qui est au cœur, qui est au centre de la composition? Est-ce que c'est la notion de perception, la notion d'entendement? Nous allons essayer de voir tout ça. On peut dire que pour ce qui est de cette 5e tapisserie, elle vient en quelque sorte en conclusion. Elle est un petit peu, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a un orgue sur une des tapisseries, sur celle de Louis, elle est un peu le point d'orgue de l'ensemble de la composition. La dame, je vous l'ai dit, ne serait pas en train de choisir, comme on l'a longtemps décrit, elle ne serait pas en train de choisir un bijou dans le coffret qu'on lui tend, elle serait plutôt en train de se défaire de ses parures, de se dépouiller en quelque sorte. Elle est en train de déposer en signe de renoncement le collier qu'elle portait dans les 5 autres tapisseries. Alors on a cette devise au sommet du dais, ou de une espèce de tente dont elle émerge, et sur le lambrequin est donc brodée la devise « Mon seul désir » ou « Ah, mon seul désir ». Sauf que entre le « A » et le « Mon », vous avez 2 losanges qui établissent comme une césure. Et puis après la phrase, donc vous avez « A », césure, mon seul désir, et une deuxième césure avec une sorte de I ou de J. Vous savez qu'à l'époque, on ne fait pas bien la distinction. Ça pourrait être évidemment 2 initiales, cela. Ça pourrait être les initiales, par exemple, d'Antoine et de Jacqueline Raguier. Je vous ai dit qu'on était dans la commande qu'avait pu faire Antoine au moment où il prend la tête de la famille. Il ne faut pas oublier qu'Antoine a épousé Jacqueline Raguier très peu de temps après 1500, et au moment où il commande cette tenture, parce qu'on arrive, en étudiant tout ça de très près, on arrive à imaginer que la tenture date des années 1496, 1498, au moment où la tenture est commandée, ils sont tout juste fiancés. Ça pourrait être une sorte de cadeau de mariage, tout simplement. Rappelez-vous la tenture de l'Apocalypse d'Angers, qui a été tissée exactement 100 ans plus tôt, et qui a été le cadeau de mariage de Yolande d'Aragon avec le duc d'Anjou. Donc pourquoi pas, on pourrait être dans cette configuration en quelque sorte. Alors qui est l'auteur, vous disais-je? Mais c'est très difficile à dire. On pense que ça pourrait peut-être être Jean d'Ypres. Selon les travaux de Nicole Reynaud et de Geneviève Souchal, la dame à la licorne appartiendrait en fait à un plus vaste ensemble rattaché à un artiste qu'on appelle le maître des très petites heures d'Anne de Bretagne, du nom d'un manuscrit enluminé par ce peintre pour la célèbre reine de France, Anne de Bretagne. Il avait enluminé ce manuscrit en 1498, donc ça pourrait être tout à fait cohérent. C'est un artiste parisien, en tout cas incontestablement, même si sa famille est originaire de beaucoup plus au nord. Il a travaillé pour le roi et pour la reine, comme le montre le fameux livre d'or et la rose de la Sainte-Chapelle, commandé par Charles VIII. Il a livré toutes sortes de modèles pour le vitrail, la tapisserie, la gravure, et il a une activité d'enlumineur très importante. Il réalise aussi des verrières un peu partout dans un certain nombre de chapelles palatines et de cathédrales à Paris, en Normandie, et il semble bien que le style qui transparaît sur la dame à la licorne soit exactement le sien. Il semble bien que ce soit qu'on ait donc réussi à identifier le facteur, le créateur de le maître qui est à l'origine de cette tenture. Donc en gros, on sait maintenant à peu près qui a tissé la tapisserie de la dame à la licorne. On sait à peu près quand, c'est-à-dire on est à la toute fin du XVe et au tout début du XVIe siècle. On sait très probablement pour qui. Reste peut-être à savoir pourquoi, et surtout à comprendre ce que fait sur l'ensemble de cette tenture, sur ce récit, sur cette allégorie des 5 sens,
et du 6e mystérieux, ce que fait la fameuse licorne. Les fans auront reconnu Narnia, évidemment. Alors, on voit beaucoup de licornes aujourd'hui, Michel Pastoureau. Bonjour, merci d'être avec nous. On en voit beaucoup à la télévision, dans les séries, dans les films, etc. C'est une créature qui redevient à la mode, si je puis dire. Oui, il y a une actualité de la licorne et plus généralement des animaux légendaires ou imaginaires. Les griffons, etc., évidemment. C'est un phénomène assez récent. Walt Disney, l'Heroic Fantasy, Harry Potter. Oui, les auteurs britanniques qui sont pour quelque chose, voilà, aussi, tout à incontestablement. fait. Alors, la licorne de la tapisserie, nous y venons avec vous. Et puis, bien entendu, derrière elle, ce sont toutes les licornes que nous allons chercher à mieux connaître. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des secrets de la licorne avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Michel Pastoureau, historien, qui enseigne à l'école pratique des hautes études. Alors, la tenture de la Dame à la licorne du musée de Cluny occupe une part importante dans votre ouvrage, Michel Pastoureau. Je suis là à la double page synoptique qui permet d'avoir les six compositions sous les yeux, et nous constations ensemble que, effectivement, la tenture du toucher est peut-être un peu différente des autres. Vous me disiez que ça n'est peut-être pas le même cartonnier, tout simplement. Hein. Oui, ou le même dessinateur, puisqu'il y a d'abord le dessin, le créateur, et puis il y a le cartonnier, et puis il y a l'exécution textile. Nous sommes deux auteurs pour ce livre. Il y a moi, et puis il y a Elisabeth Delahaye, qui est la directrice du musée de Cluny, là où sont conservées les tapisseries. Et c'est elle, bien sûr, plus compétente que moi, qui a rédigé ce chapitre sur les tentures de la Dame à la licorne. Alors, on peut dire qu'une grande partie des énigmes qui se posent sont à peu près résolues, y compris, moi je n'en ai pas parlé, mais l'atelier de tissage, etc. On sait à peu près tout maintenant en tout cas, on a des idées assez précises sur la question. Oui, comme vous l'avez dit, la date est assez assurée, un peu avant 1500, peut-être un peu après. Famille leviste, soit Jean IV, soit son neveu, Antoine qui II, donc prend la succession. Voilà. C'est plutôt l'iconographie et la signification. Alors voilà, et c'est là que vous nous êtes précieux, Michel Pastoureau, évidemment. Que veut dire notamment cette sixième tenture, cette sixième tapisserie, d'après vous? On peut penser que c'est la synthèse des 5 autres et que c'est un bilan des 5 sens qui conduit vers, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, soit le renoncement, soit l'édification, quelque chose en tout cas de valorisé. Et elle est valorisée, cette 6e tapisserie. Ce qu'on peut souligner, c'est que dans ces années 1500, il y a une actualité des 5 sens. Et le thème est assez fréquent, et dans les textes et dans les images. Donc les tapisseries ne sont pas isolées. On peut également attirer l'attention sur le fait que nous disons toujours la Dame à la licorne, mais le lion est bien présent. Et oui, c'est vrai, aussi présent que la licorne. Et les deux animaux font couple, et ils font couple depuis longtemps. Et donc, il faut replacer tout cela dans un contexte, évoquer peut-être d'ailleurs un roman interminable et un peu ennuyeux pour un lecteur d'aujourd'hui, compilé au siècle précédent, et le roman de la Dame à la licorne et du chevalier au lion. Et alors là, les deux animaux représentent l'un un principe masculin, le lion, et l'autre un principe féminin, c'est la licorne. Donc yin et yang en quelque sorte. Oui, mais c'est presque une nouveauté à la fin du Moyen-Âge, parce que la licorne, pendant des siècles, a représenté quelque chose de masculin, pas de féminin. Le mot d'ailleurs était masculin. Il y a quelque chose d'évidemment phallique dans cette espèce de corne, évidemment, qu'elle arbore en tout lieu. Voilà, et quand on nous apprend que pour être capturé, il faut installer une jeune fille vierge au cœur de la forêt, et la licorne, attirée par son odeur de virginité, vient poser sa tête sur ses genoux, évidemment, c'est un principe de virilité, une corne un peu phallique. Du point de vue religieux, c'est la Vierge Marie et Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, l'Église a toujours transformé tous ces symboles, évidemment, elle les a éthérés d'une certaine manière. Déplacés. Oui, alors, cette licorne, on en voit un très grand nombre de représentations très différentes, et nous allons venir tout à l'heure à l'histoire des licornes à travers les âges, et notamment nous allons parler des licornes antiques, parce qu'on a toujours, on fait nous généralement référence à un bestiaire fabuleux médiéval, mais il y avait des licornes dès l'Antiquité, on va y venir avec vous. Avant cela, est-ce qu'on peut donner une sorte d'anatomie idéale de la licorne? De quoi s'agit-il? Le corps est un corps de cheval à peu près, ou de jument?
L'animal est composite. Oui, c'est ça. Et il emprunte ses parties à différents quadrupèdes. Corps de cheval ou de cerf ou de bouc, tête de cheval, d'âne, de cervidé, des pattes qui sont tantôt celles d'un âne ou d'un cheval, tantôt celles plus massives d'un éléphant. Une queue qui peut être celle du sanglier, du lion, du taureau, mais surtout, au niveau du front, une corne unique, plus ou moins torsadée selon les époques, et plus ou moins longue au fil du temps. D'ailleurs, la longueur augmente. Une coudée dans l'Antiquité, presque 4 coudées à la fin du Moyen-Âge. Donc c'est ça sa caractéristique. Composite, une corne sur le front et un pelage qui, le plus souvent, est décrit comme blanc. Blanc soyeux, elle a un côté immaculé puisqu'elle incarne la virginité, cette licorne. On parle parfois d'unicorne d'ailleurs. Oui, en langue vulgaire, en français, le plus ancien mot, c'est unicorne, directement issu du latin unicornis, lui-même issu du grec monokéros. Et notre mot licorne, d'abord l'incorne, puis licorne, apparaît à la fin du XIVe siècle et probablement influencé par l'italien alicorno. Mais donc change ce de serait sexe. Une traduction de l'italien. Oui, et ça change de sexe, voilà, parce que c'est un alicorno, c'est ça? L'italien est masculin, oui, comme l'était le latin et le grec. Et en français, on passe au féminin, ce qui en soi est assez intéressant du point de vue symbolique. À quel moment à peu près Fin XIVe siècle, la licorne se féminise. Et c'est ça, bien sûr. Et elle est féminine dans les tentures du musée Cluny. Totalement. Là. Et comme vous nous le disiez, elle fait référence à ce roman de chevalerie qui, lui, est clairement fondé sur le lion masculin et la licorne féminine, en quelque sorte. Y a-t-il, nous demande Patrick, comme pour les elfes, des licornes noires ou blanches, maléfiques ou bénéfiques? Avant l'époque moderne et contemporaine, il n'y en a pas. Dans les images médiévales, la licorne peut être de n'importe quelle couleur. Le blanc est le plus fréquent, quelquefois elle est bichrome ou trichrome, mais c'est presque toujours une couleur assez claire. Et des licornes noires, je n'en ai jamais vu, ni pour l'Antiquité, ni pour le Moyen-Âge. C'est ça, oui. En tout cas, il n'y en a pas dans votre livre, ça c'est clair. Non, il faut attendre la bande dessinée ou le dessin animé pour avoir des licornes plus sombres. Alors, il y a évidemment tout un imaginaire, on va y venir, autour de cette licorne, mais ce qu'on peut dire, c'est que elle n'est jamais, pour répondre à Patrick, elle n'est jamais maléfique. En quelque sorte, c'est pas un monstre. Hein. C'est composite, mais c'est pas un monstre. Voilà, c'est ça. Et c'est important parce que le Moyen Âge distingue 5 catégories dans le monde animal les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons, les serpents et les vers. Dans les vers, on met tout ce qu'on n'a pas pu ranger dans les catégories précédentes. Tout le reste sont des vers. Et puis, il fait une catégorie particulière, 6e, en quelque sorte, des monstres. Et un monstre, c'est une créature qui est à cheval sur plusieurs catégories. Par exemple, le dragon, c'est un monstre parce qu'il a un corps de quadrupède, une queue de serpent et des ailes de chauve-souris. La sirène, c'est un monstre parce qu'elle est mi-humaine, mi-animale. La licorne, elle est composite, mais elle emprunte ses parties uniquement à des quadrupèdes. Donc ce n'est pas un monstre, et de fait, dans les ouvrages consacrés aux monstres, on n'en parle pas. On en parle ailleurs, dans les bestiaires, dans les encyclopédies. Oui. Est-ce qu'on sait à peu près tout aujourd'hui de la licorne, ou est-ce que vous pensez que c'est un animal fabuleux dont on va encore découvrir des significations ou des sens cachés ? Ce qu'il faut ne pas faire, c'est projeter dans le passé nos savoirs d'aujourd'hui, parce que là, on tombe dans l'anachronisme. Oui. Donc, il faut accepter l'idée la fameuse téléologie redoutable pour les historiens. Il faut accepter l'idée qu'entre animaux réels et animaux imaginaires, la frontière ne se situe pas aux mêmes endroits qu'aujourd'hui, à telle ou telle époque. D'ailleurs, nos savoirs d'aujourd'hui, en matière de zoologie comme du reste, ça fera ricaner sans doute les zoologues dans 3 siècles ou dans 5 siècles. Hein. Ce ne sont pas des vérités, mais des étapes dans l'histoire des savoirs. Donc, quand on étudie la licorne ancienne ou médiévale, il faut partir de l'idée que pour les contemporains, c'est un animal réel, un animal qui existe vraiment, des voyageurs l'ont vu, la Bible en parle. Oui, ils en sont convaincus à l'époque. Oui, les plus grandes autorités la mentionnent, Aristote, Pline, les bestiaires, la Bible. Pas de doute avant le XVIe siècle sur l'existence de cet animal. Alors ça c'est assez fascinant d'imaginer que pour nos ancêtres, les licornes n'étaient pas du tout des animaux fabuleux, c'était des animaux réels qu'ils n'avaient tout simplement pas vus à titre personnel. Mais en tout cas, ils pensaient que d'autres les avaient vus pour eux. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que pour d'autres créatures, par exemple le griffon ou la sirène, on se met à douter plus tôt. Dès le XIIIe siècle, on se demande si ça existe vraiment. Mais la licorne, non, il faut attendre le XVIe siècle.
Alors, je crois qu'il n'y a pas d'animaux plus passionnants finalement que ceux qui sont directement sortis de l'imagination, de l'imaginaire des humains, parce que ça nous permet à travers eux de voir comment évolue justement cet imaginaire. C'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons revenir sur l'histoire des licornes depuis la plus haute antiquité, grâce notamment aux très belles illustrations et aux études de votre ouvrage, de cet ouvrage intitulé Les secrets de la licorne, un petit clin d'œil à Hergé au passage, publié donc par la RMN, sous la direction de Henri Beauvais, que nous saluons d'ailleurs très chaleureusement. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe. Et la Chambre des secrets de John Williams. Nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire des secrets de la licorne avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Michel Pastoureau, historien qui enseigne à l'école pratique des hautes écoles. Des hautes études, oui. Merci beaucoup, Michel Pastoureau, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un sujet vraiment, moi j'aime ces sujets neufs en quelque sorte et qui nous font découvrir tout un univers. Alors, lorsqu'on feuillette votre ouvrage, on voit des animaux cornus depuis la préhistoire et la protohistoire. Évidemment, on pense aux extraordinaires taureaux de Suse, de Persépolis, de toutes les grands monuments achéménides notamment. Et puis, on découvre qu'il faut quand même attendre assez longtemps pour qu'on se mette à parler de la licorne. On montre des animaux qui ressemblent à des licornes, mais on ne parle de licorne que depuis la Grèce classique, en quelque sorte. Oui, depuis le 5e siècle, les images sont plus anciennes que les textes. Ce sont des supposées licornes. Oui, c'est ça. Les documents figurés du Proche-Orient, des antilopes ou des taureaux vus de profil peuvent être considérés comme n'ayant qu'une corne et pas deux. Mais le plus ancien texte est dû à un médecin grec, en effet, voyageur, Ctésias, au 5e siècle, qui n'est pas allé en Inde, mais qui nous décrit et raconte l'Inde. Il a séjourné à la cour des rois de Perse. Et il met en scène, parmi les différents prodige de l'Inde, un animal étonnant, de grande taille sous sa plume, qui ne possède qu'une corne frontale et pas deux, qui a la taille d'un âne gigantesque et qui emprunte son anatomie à différents autres quadrupèdes. Et ce premier texte va être repris, copié, développé par d'autres auteurs. Ça n'a pas changé finalement. Non, bien sûr. Il suffit qu'un grand auteur dise quelque chose pour que ses successeurs s'en emparent et le propagent. Et certains deviennent des autorités pendant des siècles et des siècles. C'est le cas d'Aristote qui parle un peu de la licorne. Oui, alors Aristote est quand même un peu plus dubitatif. Lui, voilà, tout de même, c'est le premier à douter. Cet animal est cornu et pourtant il n'a pas le sabot fendu. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Mais Pline, lui, qui est une autre autorité considérable pendant presque un millénaire, plus d'un millénaire, lui ne doute pas. Il fait de la licorne un animal véritable. Il ne le confond pas avec ni l'antilope, ni l'âne, ni le rhinocéros. Il consacre dans son histoire naturelle 4 notices à ces 4 animaux. Et si Pline en parle, eh bien tout le Moyen-Âge va en parler, oui. D'autant que la Bible elle-même mentionne la licorne. C'est une autre autorité pour le Moyen-Âge. Oui, c'est-à-dire que non seulement la littérature païenne, mais également la Bible fait mention de la licorne. Voilà, on a des autorités des deux côtés, les auteurs païens de l'Antiquité et la Bible qui, par 7 fois, mentionne un animal que l'hébreu appelle Rem, R-E'2M, une fois qu'on a translittéré, et que le grec traduit par monokéros. Tantôt il est péjoratif, tantôt il est laudatif. Dans le psautier, dans le psaume 21, c'est un animal redoutable. L'homme juste implore le Seigneur de lui épargner la blessure de la redoutable licorne, celle qu'elle fait avec sa corne. Donc il y a une ambivalence, mais en tout cas, il n'y a pas de doute sur son existence, et le Moyen-Âge va s'appuyer et sur la Bible, et sur Pline, et sur Aristote. Et en même temps, quand on connaît la pensée, quand on sait comment se fabriquent les idées au Moyen-Âge, il est assez naturel qu'à partir du moment où les grands auteurs, dont Pline et la Bible parlent de licorne, les gens y croient. Il n'y a pas de naïveté particulière, finalement. Non, pas du tout. On y croit. Le seul problème, et les pères de l'Église hésitent et se répartissent en 2 groupes, est-ce que c'est un animal positif ou négatif? Alors voilà. Une créature du diable ou une créature du Christ? On va hésiter pendant quelques siècles. Les pères grecs sont plus hostiles à la licorne que les pères latins. Mais peu à peu s'établit l'idée que la licorne
licorne, c'est un animal positif. Bien sûr, elle est farouche, elle ne se laisse pas attraper, elle est sauvage, un peu brutale, mais c'est quand même une créature christologique. Alors, ce qui est assez étonnant lorsqu'on feuillette l'ouvrage, c'est que, bon, d'abord, une très grande partie de l'iconographie est issue du Moyen-Âge. Hein, c'est vraiment la grande période de la licorne, ça c'est incontestable. Mais pour aller encore plus loin par rapport à ce que vous disiez, dans la façon même de représenter la licorne, certains insistent sur son aspect un petit peu monstrueux, un peu tératologique, et puis d'autres, au contraire, vont aller vers une licorne de plus en plus idéale, de plus en plus belle, en quelque sorte. Voilà, au fil des siècles, ces formes vont se simplifier. On s'épurer, en fait. S'épurer, enlever tout ce qui peut relever d'une animalité brutale ou sauvage, et on va finir par en faire, au XIXe siècle, une sorte de jument. D'où le nom de cavale qu'on lui donne parfois, oui, voilà, oui. Non poétique. Donc elle perd un peu de ce caractère composite. Elle n'est plus boucle, la barbiche se fait très discrète. Elle perd ses lourdes pattes d'éléphant pour avoir des pattes gracieuses d'une jument. La queue se raccourcit. Seule la corne indique que c'est un animal d'un type très particulier. Et ça, c'est l'esprit néo-gothique. C'est un Moyen-Âge revisité et idéalisé par les artistes du 19e siècle, dont vous parlez. Oui, évidemment, entre le Moyen-Âge et le 19e siècle, il y a eu toute la licorne gravée, répandue par les livres et par les stampes. Alors, oui, la littérature, vous le montrez, joue un rôle très important. D'ailleurs, on va pas lire des poèmes là à l'antenne, mais j'ai fait figurer sur le site francferrand.com un poème de Thibaut de Champagne, qui très connu d'ailleurs sur la licorne. Elle est totalement présente dans toute cette littérature médiévale et elle devient un symbole. Elle devient un animal héraldique, notamment. Héraldique et courtois. Voilà. Et le thème de la chasse à la licorne, qui était un thème religieux pendant des siècles, devient courtois et profane à la fin du Moyen-Âge. Et la chasse à la licorne, c'est au fond une chasse amoureuse. Et alors, naturellement, les poètes qui chantent l'amour s'en emparent. Tantôt la licorne est la femme aimée, tantôt la licorne est l'amant qui cherche à conquérir la dame. Il y a les deux cas. Richard de Fournival, par exemple, un auteur que j'aime beaucoup, au XIIIe siècle, se compare à une licorne. Et il a essayé de conquérir la dame, mais elle a été très méchante avec lui. Elle l'a rusé, et comme les chasseurs d'ailleurs utilisent la ruse de la jeune fille pour s'emparer de l'animal. Évidemment, personne n'a jamais pu voir de licorne, mais certains ont possédé des cornes de licorne. Là, il y a tout un commerce qui va se développer. C'est un immense dossier. En effet, à la fin du Moyen-Âge, il y a un commerce des cornes de licorne parce que cette corne est censée purifier tout ce qui est empoisonné, notamment l'eau et les aliments. Donc les princes d'abord, et ensuite, plus bas dans l'échelle sociale, certaines personnes cherchent à en acquérir. Tout trésor d'église ou d'abbaye, d'ailleurs, se doit de posséder une corne de licorne, sinon ce n'est pas un vrai cabinet de curiosité. Oui. Et les apothicaires font commerce jusqu'à des dates avancées, jusqu'au 19e siècle, soit de fragments de cornes de licorne, soit d'eau licornée, c'est-à-dire de l'eau dans laquelle a macéré un peu de cornes de licorne, et ça guérit tous les venins, tous les poisons. C'est la panacée. C'est la panacée. Et les apothicaires seront ceux qui insisteront pour qu'on croie à la licorne à l'époque moderne, moment où on commence à douter beaucoup. Oui, alors justement, à partir de quand est-ce qu'on se met à dire « mais attendez, personne n'en a jamais vu de ces licornes ». À partir de quand est-ce que le doute s'instaure dans les esprits ? Ça commence au XVIe siècle, avec les grands voyages. On s'aperçoit qu'on ne voit jamais de licorne. Ça, oui. On voit en revanche des rhinocéros, qu'on prend parfois pour des licornes, mais qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on croyait être une licorne. Pas très gracieux comme licorne. Chez les savants, les zoologues, c'est la seconde moitié du XVIe siècle qui est le premier temps des doutes. Et au XVIIe siècle, nombreux sont les hommes de science, les plus savants, à ne plus y croire. Elle est encore présente dans les manuels de zoologie, au cas où. Et au XVIIIe siècle, c'est fini. Plus personne ne croit à la licorne. Et on a compris que les fameuses cornes
licornes que l'on conserve dans les trésors, ce sont des dents de narval, des dents d'animaux. Et voilà, évidemment. Oui, ce qui n'est pas moins magique d'ailleurs, mais enfin c'est... Non, le narval est aussi peu connu que la licorne, mammifère qui fréquente les eaux froides de l'Atlantique Nord. Donc finalement, jusqu'au XVIIe siècle, nombreux sont ceux qui y croient, puis à partir du XVIIe, là, les savants disent non, écoutez, c'est un animal légendaire, ça n'existe plus. Il va falloir attendre le goût pour le Moyen-Âge, l'historicisme du XIXe siècle pour voir la licorne réapparaître en quelque sorte dans notre imaginaire, réhabiter les fresques et les décors. On peut dire qu'aujourd'hui, au XXe siècle, et je commençais l'émission par ça tout à l'heure, la licorne est très présente. On en fait un grand usage dans les fictions. Oui, en renonçant à l'existence de la licorne, les zoologues l'ont livré au fond aux créateurs, poètes, romanciers, artistes de toutes sortes, mais aussi aux délires ésotériques, hermétiques, aux interprétations gnostiques, maçonniques, héraldiques. Et la licorne est rangée dans tout un bric-à-brac qui apparaît à l'époque romantique et qui a à voir avec cette création et parfois ces délires ésotérisants. Le Graal, la chimie, les cathares, les templiers, l'héraldique, les bâtisseurs de cathédrales, les francs-maçons, etc. C'est tout un monde que l'historien doit étudier, bien sûr, dont le bestiaire fait partie, et spécialement le bestiaire des animaux légendaires ou imaginaires. Alors on a bien compris la symbolique, c'est-à-dire il y a quelque chose de spirituel dans la licorne, de virginal, il y a l'attrait pour la virginité en tout cas, une forme de pureté immaculée, une forme de douceur qui d'ailleurs s'est créée avec le temps, si j'ai bien compris, puisqu'au départ l'animal est quand même beaucoup plus... Très brutal, très farouche, indomptable et s'adoucit au fil du temps. Et puis un lien avec l'eau. Et ça, sans jouer les bachelards, il y a quand même une dimension très importante. Hein. La licorne a partie liée avec l'eau, avec les nappes, avec les fontaines. Oui, parce que elle purifie l'eau en touchant l'eau de sa corne. Nous avons de très nombreuses images médiévales et aujourd'hui, quelques sculpteurs contemporains qui créent une fontaine sur la place de telle ou telle ville choisissent le thème de la licorne trempant sa corne dans l'eau. C'est une présence dans notre monde d'aujourd'hui qui renvoie à un thème qui, lui, vient de très très loin. Merci infiniment, Michel Pastoureau. Je renvoie évidemment nos auditeurs à votre ouvrage, Les secrets de la licorne. Je disais, c'est un clin d'œil à Hergé, évidemment, et aux secrets de la licorne de Tintin, hein, bien sûr. Voilà, on espère que la Fondation Hergé sera tolérante et appréciera ce clin d'œil. Et donc, cet ouvrage est publié par la Réunion des musées nationaux. On y voit vraiment toutes les licornes possibles et imaginables. Et bien entendu, à partir de la fin du mois de novembre, lorsqu'elle sera rentrée gentiment d'Osaka et du Japon, eh bien on pourra venir de nouveau visiter au musée de Cluny la tenture, c'est-à-dire cette série de 6 tapisseries de la Dame à la licorne. Merci beaucoup de nous avoir tout simplement fait rêver aujourd'hui. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et à l'occasion du Salon des Antiquaires qui a lieu en ce moment et jusqu'au 22 septembre, Salvagram à Paris, vous nous parlez aujourd'hui, Franck Ferrand, des meubles particuliers. Oui, vous savez, ça c'est une vieille passion chez moi, peut-être la plus vieille de toutes, celle du mobilier dans toutes ses métamorphoses, dans ses multiples avatars. C'est très intéressant de voir à quel point l'homme a constamment essayé de créer des meubles qui correspondaient de la façon la plus raffinée à ses différents usages. Alors déjà petit, moi rien ne m'exaspérait tant que les appellations trop générales. Quand on vous dit c'est un siège, oui c'est un siège, mais alors quel siège? Un fauteuil, une chaise? Et si c'est un fauteuil, admettons, mais quel genre de fauteuil? Un cabriolet, une bergère avec ses oreillettes, une marquise un peu large, une duchesse un peu longue, avec son bout de pied, si c'est le cas, on appelle l'ensemble une duchesse brisée, ou une chauffeuse avec son assise plus basse. Du reste, des chaises longues, il en existe de tous les styles et de tous les genres, de tous les usages, des méridiennes, des récamières, des pommiers plus ou moins longs. Je ne parle pas des transats et autres stressless. Et les sofas, et les divans, les poufs, les clubs, les voltaires, les crapauds, les rocking chairs, pourquoi pas. Vous voyez à quel point on peut infiniment diversifier. Il y a une appellation pour chaque chose et tous ces meubles, toutes ces créations d'ébénistes, évidemment, ont fini par acquérir leur autonomie d'une certaine façon.
C'est quand même plus précis que de dire un fauteuil. Même chose pour les tables. Quel type de table? Des serveuses, des guéridons, des tables servantes, des demi-lunes, des gigognes, des tables travailleuses ou ouvreuses. Prenons cet exemple, la table travailleuse ou la table ouvreuse. Il y en a une qui présente des tiroirs qui peuvent être même numérotés et qui présente sur le dessus une sorte de fuseau, ce qui permet d'installer la pelote ou ce qu'on a tissé. La table ouvreuse, elle, a des casiers pour les écheveaux, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et alors, que dire de la desserte, de la console, de la crédence, du vaisselier, de l'argentier, etc. Vous me parlez d'un buffet, mais est-ce qu'il s'agit d'une enfilade, d'un bahut, d'un chiffonnier, d'une huche, d'un coffre? Et un bureau, est-il plat? Est-ce un secrétaire? Et si c'est un secrétaire à abattant, à dos d'âne, en pente, à cylindre? Certains meubles ont un nom charmant, vous le savez. Je pense au bonheur du jour, je pense à ces sièges qu'on appelle les confidents, parce qu'ils sont pour 2 personnes en vis-à-vis. Si vous ajoutez une 3e personne, ça devient un indiscret. Et si vous les mettez dos à dos, c'est une boudeuse, vous voyez. Il y a même un très joli mot que moi j'adore, c'est la cacteuse ou la caquetoire. Ça, ce sont des sièges beaucoup plus anciens, ces espèces de petites chaises trapézoïdales qui ont un côté cathèdre, mais en beaucoup plus léger, et qui permettaient autrefois tout simplement de s'asseoir tranquillement pour être à l'aise et pour causer. Alors j'aimerais faire appel à nos auditeurs et vous proposer de nous envoyer vous-même vos questions. Si vous voulez savoir quelle est l'origine de telle expression, de telle pratique, de telle coutume, pourquoi pas de tel meuble, eh bien posez-nous la question et je vous promets que nous nous y mettrons sérieusement et que nous essaierons de répondre. Bonjour Elena Morne. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors moi il y a beaucoup moins de mots, beaucoup moins d'appellations pour vous décrire le sujet dont on va parler tout à l'heure. Il s'agit des problèmes, des troubles sexuels masculins. Alors on peut parler d'éjaculation précoce, on peut parler de difficultés d'érection. En tous les cas, tous ces petits problèmes, toutes ces petites pannes, si vous les avez rencontrées, eh bien figurez-vous qu'il y a des solutions, il y a des médicaments, il y a quelques béquilles aussi sans médicaments, des béquilles non chimiques pour vous aider à dépasser ces problèmes. 3921 ou europe1.fr. Vous restez avec nous, Franck? Mais oui, rien de mieux que la corne de licorne, évidemment. Que veut dire ce vous restez avec nous un peu égrillard? Non, pas égrillard, on en a parlé juste avant que vous veniez à l'antenne. Et donc Franck ne peut pas rester parce que demain vous serez à Trouville. Et oui, alors Franck? je fais un appel à tous nos concitoyens normands, évidemment. Retrouvez-nous nombreux demain à l'hôtel de ville de Trouville pour parler de la côte normande en général et de Marguerite Duras en particulier. Nous serons là-bas demain, Céline. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. 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 Cœur de l'histoire.